Bonjour à tous, c'est Gox. Aujourd'hui, on va parler de statut freelance encore, mais cette fois-ci, on va parler un peu de comment créer son statut, pourquoi créer un statut artiste-auteur, et puis un petit retour d'expérience, parce que du coup, moi, ça va bientôt faire 2 ans que j'ai ce statut, et bah voilà, ça m'a été demandé, et donc du coup, je me dis que ça peut être intéressant que je vous fasse ce retour-là. Donc petit spoiler, je suis pas un expert des statuts et de toutes ces questions administratives. Là, je vais juste vous faire part de mon retour d'expérience. Donc, ce que je peux vraiment vous conseiller, c'est que si vous avez envie de vous lancer dans le statut de freelance en tant qu'illustrateur, euh, le mieux c'est que vous regardiez ma vidéo, ça c'est une très bonne chose, et que vous la regardiez surtout jusqu'à la fin, bien sûr. Mais ce que je veux dire, je rigole bien sûr, mais ce que je veux dire, c'est que il faut que vous vous renseigniez, il ne faut pas que vous vous basiez uniquement sur mon avis, il faut que vous cherchiez d'autres informations. Je vais notamment vous donner des sites, des sites sur lesquels vous allez pouvoir vous appuyer, mais ne vous basez pas que sur mon avis. Essayez de voir si vraiment ce que moi je vais vous dire est adapté à votre besoin, à votre situation, et voilà, de tout bien contextualiser, parce que chaque cas est différent. Donc le premier cas, la première partie de la vidéo, on va parler vraiment du statut et de la création du statut. Donc là, en fait, la première question qu'il faut se poser, et la première question que moi je m'étais posée, c'est est-ce que le statut d'artiste-auteur, il est vraiment adapté à mon besoin et aux activités que je veux faire? Donc là, dans mon cas, le statut artiste-auteur, il était adapté, parce qu'en me renseignant, j'ai vu que il s'agissait de création d'œuvres originales et la vente de ces créations d'œuvres originales, et également si on voulait faire de l'auto-édition. Donc ça, c'était très adapté à ce que je voulais faire, et donc ça m'a convaincu. Maintenant, là, c'est assez court ce que je vous dis. Le point d'entrée, si vous vous posez ces questions-là, c'est la Maison des artistes. Donc je vous mettrai les sites en description de la vidéo. La Maison des artistes, il y a une partie création du statut d'artiste-auteur, et elle va vous décrire les métiers et les activités qui sont associés et qui sont adaptés au statut d'artiste-auteur. Il y a notamment un autre statut qui est le statut d'auto-entrepreneur, qui est souvent un peu comparé ou qui est comparé au statut d'artiste-auteur. Moi, dans mon cas, il ne m'allait pas, mais peut-être que dans votre cas, dans les activités que vous visez, il peut peut-être quand même être plus adapté. Donc là, je vous conseille vraiment de vous renseigner et de voir. Il y a plein de vidéos. Je vous mettrai aussi des vidéos qui comparent les deux statuts que j'avais regardé à l'époque. Je vais pas vous refaire la vidéo, elles sont très bien faites. Je vais pas copier ce que les autres personnes ont fait. Ce que je peux vous dire, c'est que dans mon cas, dans le cas de mes activités qui étaient la création d'illustrations et d'œuvres originales pour des jeux de société, et ben c'était très adapté. J'ai aussi créé un artbook en auto-édition au début d'année 2024. C'était également adapté à ce type d'activité. Donc ça, voilà, ça c'est la première question qu'il faut que vous posiez et sur laquelle vous devez vous renseigner, c'est est-ce que le statut d'artiste-auteur est OK? Ensuite, il y a la fameuse question, et moi ça m'a pas mal torturé de me dire à quel moment en fait je lance la démarche. Parce que si vous allez sur le site de la Maison des artistes, vous allez voir que c'est hyper bien détaillé. Il y a même, je crois qu'il y a un PDF qui vous est fourni dans lequel on vous dit exactement case après case sur le site comment vous faites pour créer votre statut et pour avoir un numéro de SIRET, un numéro de sirène qui vous permet du coup d'avoir une activité officielle en tant que freelance et d'artiste-auteur. Donc à la limite, j'avais tout ce qu'il me fallait en termes d'outils pour savoir comment faire, sur quel site, quel compte je devais créer, dans quel ordre. La question était maintenant à quel moment je lance cette démarche. Donc du coup, pour moi, il y a plusieurs éléments qui peuvent vous permettre de répondre à ça. Le premier, c'est votre statut actuel. Donc typiquement, moi j'étais déjà salarié, donc il a fallu avant que je lance que je me renseigne vis-à-vis de l'entreprise dans laquelle je travaillais, de est-ce que ça posait pas de problème, est-ce que c'était ok. J'ai voulu vraiment jouer franc jeu, donc j'ai regardé d'abord mon contrat de travail, j'ai vérifié s'il n'y avait pas un statut qui bloquait. Il y en avait un. J'avais une clause en fait qui m'empêchait de travailler dans un autre milieu. Enfin, j'étais dédié à ma société, donc il a fallu que j'adapte mon contrat de travail. Donc ça a demandé des petites démarches, un petit peu de rendre le truc un peu officiel. Donc ça, je pense, dans mon cas, c'est le premier truc que j'ai fait, c'est d'aller voir avec mon entreprise comment on pouvait aménager ça pour que ça pose pas de soucis.
Et ensuite, il y avait vraiment la question de à quel moment je le lance. L'autre élément qui peut vous faire vous poser la question, c'est vis-à-vis de l'aide qui était possible d'avoir sur les premières années. Alors là, je vais peut-être vous dire des bêtises, mais je crois que c'est sur les 2 premières années. On peut avoir droit à l'ACRE, donc c'est ACRE. En fait, ça, c'est une aide qui va vous permettre, sur un laps de temps, au moment où vous lancez votre statut, de payer moins de taxes. Alors, je vais pas vous raconter de bêtises. Renseignez-vous si vous y avez droit à l'ACRE. C'est soumis à un certain revenu que vous avez, un âge, je crois. Et c'est très intéressant au début parce que ça vous permet en gros de vous lancer et d'avoir moins, d'être moins taxé, et donc du coup d'avoir ce petit matelas de sécurité au début. Et donc ça, si vous y avez droit, c'est plutôt intéressant de lancer votre statut au dernier moment. Et quand je dis au dernier moment, ça veut simplement dire au moment où vous avez une première commande officielle que vous devez honorer en tant qu'artiste-auteur. Et tant que vous n'avez pas cette commande, en fait ça sert à rien de lancer votre statut parce que vous allez perdre du temps. Enfin, en gros, vous allez consommer le temps que l'aide, que l'ACRE vous autorise. Moi, j'avais pas ce cas-là, j'avais pas le droit à l'ACRE, donc je me suis dit, ça sert à rien que j'attende. Et donc, je m'étais dit, début 2024, ça faisait déjà des mois que je commençais déjà à postuler, à me proposer en tant qu'illustrateur pour des projets, où je m'étais vraiment affiché en tant qu'illustrateur, même si j'avais pas le SIRET et que j'avais pas vraiment encore mon statut, je m'affichais en tant qu'illustrateur freelance. Je m'étais dit, le jour où j'ai une commande, tac, je lancerai la démarche. Et ça me stressait un petit peu en fait d'avoir ça en cours, et j'avais pas envie au moment où j'allais avoir une commande d'avoir ces 2 trucs en tête. Donc je me suis dit, début 2024, tu as bien lancé la démarche, tu t'es mis, c'est ça que tu veux faire. Donc du coup, je m'étais dit, lance le statut. Donc à un moment, en fait, j'ai lancé mon statut. Même si j'avais pas de commande, je m'étais dit comme ça, moi, je suis prêt, et d'un point de vue administratif, je suis carré et je me reposerai pas de questions. Et au final, ça s'est plutôt bien passé, puisque moi, fin janvier, je crée mon statut, et je crois qu'au mois de mars, j'avais ma première commande officielle qui me permettait de faire mes devis avec un numéro de SIRET, etc. Juste pour info, la création du numéro de SIRET, si vous vous retrouvez dans une situation où vous devez créer votre statut un peu en urgence parce que vous avez la commande et que la personne demande un devis avec un numéro de SIRET, via le portail, je crois que c'est INPI, donc tout ça est bien expliqué avec la Maison des Artistes et vous renvoie vers ce site-là aussi. Vous pouvez avoir un numéro de SIRET très rapidement, je crois que c'est au bout de 24 heures ou 48 heures. Vous pouvez tout de suite avoir votre numéro de SIRET, même si vous n'êtes pas enregistré dans tout le truc des organismes, des sociétés ou je sais pas quoi. Mais en tout cas, vous pouvez avoir très rapidement votre numéro de SIRET. Ensuite, tout se régularise et ça met un peu plus de temps. Mais au moins, vous pouvez faire votre devis avec votre numéro de SIRET qui, lui, ne changera pas. Donc ça, voilà, c'est un petit... Moi, j'ai pas eu besoin de ça. Ça s'est passé tranquillement. Mais si un jour vous vous retrouvez dans cette situation, sachez que c'est possible de faire comme ça. Et à partir du moment où vous êtes là, ça veut dire que vous avez lancé votre statut et que vous pouvez du coup commencer à deviser et à envoyer des documents avec ce fameux numéro de SIRET. Alors, on arrive à la partie 2 de la vidéo, c'est la partie devis et toute cette partie-là du freelance qui moi, m'attirait pas au début, mais qui est du micromanagement et sur lequel il faut être carré. Et je pense que ça fait, je parlais des soft skills dans ma dernière vidéo, ça fait partie un peu des qualités qu'un client attend de nous, c'est d'être carré sur cet aspect-là et qu'on puisse, entre guillemets, pas l'embêter avec ça. Lui, ce qu'il veut, c'est quelqu'un qui est compétent en dessin, en illustration et qui peut répondre à ses besoins. Et sur cette partie administrative, ça doit être secondaire, ça doit être rapide, ça doit être fluide, ça ne doit pas poser de problème, etc. Donc, je m'étais aussi, moi, de mon côté, pas mal renseigné sur comment créer un devis. Il y a des règles, en fait, sur comment créer un devis avec des numéros. Et ça me fait penser au fait que dans le devis, il y a des règles parce que vous êtes, en tant que freelance, vous avez des obligations qui vont être de payer des impôts sur le revenu normal et qui vont être de payer aussi vous allez devoir payer l'URSSAF, vu que vous êtes maintenant chef d'entreprise. Vous devez payer des indemnités pour tout ce qui est chômage, retraite, maladie, etc. Et vous devez aussi tenir un livre des comptes. Donc en fait, vous devez... alors c'est un livre de compte, ça peut être, je pense que ça peut être papier, comme ça peut être un fichier Excel dans lequel vous listez vos entrées, vos sorties d'argent, qui sont en rapport avec votre activité de freelance. Et le fait de devoir tenir ce cahier de compte
impose que vos devis soient bien numérotés, avec une manière qui vous permettra dans le temps, je ne sais pas, je dis n'importe quoi là, dans 10 ans, si votre activité tient pendant 10 ans ou plus que 10 ans, vous devez être capable de pouvoir retrouver avoir une numérotation de vos documents qui soit clean et qui soit robuste, qui vous permette de bien comprendre que ce devis-là correspondait à tel client, qu'il a été fait avant tel devis, etc. etc. Donc là, je ne vais pas vous lister, la manière de créer un devis. C'est pareil, il y a des vidéos qui sont extrêmement bien faites pour faire ça. Il y a même des plateformes en fait qui vous permettent. Moi, au début, j'ai utilisé une plateforme. Alors, je ne vais pas faire de placement de produits. Je ne suis pas payé pour, donc je vous laisserai vous renseigner. Mais il y a des plateformes qui permettent de créer un peu toutes ces documentations-là et qui guident en fait au début sur la création de ces documents. Typiquement, quand vous créez votre statut freelance, vous êtes jusqu'à un certain chiffre d'affaires, je crois que c'est environ 40 000 euros. Enfin, en tout cas, si vous gagnez moins de 40 000 euros à l'année, vous n'êtes pas soumis à la TVA. Donc, en fait, vous appliquez pas la TVA dans vos prestations. Ça, faut l'indiquer dans votre devis. Il faut indiquer, il y a une petite ligne qui dit article je sais plus quoi, non soumis à la TVA. Ce qui fait qu'à chaque fois, c'est ce qui explique pourquoi dans la colonne TVA de vos devis, il y a 0. Ça, c'est des petites règles qui sont facilement... il faut le mettre une fois en place. En gros, une fois, il faut un peu se casser la tête sur créer un devis générique un peu type. Et ensuite, vous le réutiliserez tout le temps. Ensuite, sur les devis, qu'est-ce qu'il y a comme règle un peu facile, c'est vous pouvez très bien, moi ce que je fais, c'est que je génère des devis brouillons que vous pouvez rééditer à l'infini. Par contre, à partir du moment où le devis il est validé avec votre client, c'est-à-dire qu'il y a eu des allers-retours jusqu'au moment où vous vous mettez d'accord sur un prix, vous ne commencez pas à travailler tant que le devis n'est pas signé. Et tant que vous n'êtes pas mis d'accord sur un acompte. La logique, elle est la même que si vous travaillez avec un artisan chez vous et que vous avez besoin d'un plombier, par exemple. Votre plombier, il va pas réparer la fuite qu'il y a chez vous, ou il va pas installer, il va pas faire votre nouvelle salle de bain si le devis qu'il vous a fourni n'a pas été signé, si vous ne lui avez pas versé un premier acompte. Eh ben, c'est exactement la même chose. C'est pas parce qu'on est freelance et qu'on travaille sur notre ordi ou sur une tablette ou sur Photoshop et que c'est pas un objet physique qu'on livre, que c'est une illustration numérique, que ça veut dire qu'on peut se permettre de travailler avant cette étape-là. Alors, l'idée, c'est pas de faire le relou et de dire je travaille pas tant que c'est pas signé, c'est aussi une manière de se couvrir. Un devis signé, c'est quelque chose qui, si je dis pas de bêtises, qui permet légalement en fait, de vous dire que le client s'est engagé à vous payer pour la prestation que vous lui avez proposée. Et donc, si vous commencez à bosser avant, en fait, ça veut simplement dire que en fait, vous utilisez du temps pour quelque chose sur lequel vous n'avez pas d'engagement de la personne ou de la société. Et donc, soit vous faites une confiance un peu aveugle à la personne avec qui vous souhaitez travailler ou vous comptez travailler, soit vous vous dites que il vaut mieux juste attendre cette petite étape qui va officialiser le fait que la personne s'engage à bosser avec vous, qu'elle signe et qu'elle s'engage à payer un acompte. Alors après, la valeur de l'acompte, moi en général, je fais 30%, mais après, il peut y avoir d'autres manières, il y a d'autres arrangements qui peuvent être possibles avec la personne pour que chacun soit rassuré de bosser l'un avec l'autre. C'est un accord, c'est comme un peu un contrat. Donc là, c'est un peu à vous de décider comment vous voulez faire pour vous rassurer et être sûr que vous n'allez pas bosser dans le vent. Et de la même manière pour le client qui peut être rassuré de comment vous allez bosser, de la manière dont vous allez vous comporter, de la manière dont est-ce que les livrables vont lui convenir. Il y a forcément une prise de risque des deux côtés, mais c'est comme ça un peu dans tout. Il faut que vous soyez rassurant vis-à-vis de la personne, vis-à-vis du client, et ensuite ça va le faire. En tout cas, ces règles-là, elles sont importantes. C'est devis signé pour pouvoir commencer à bosser, acompte validé et payé. Comme ça, au moins, vous êtes carré et à ce moment-là, vous commencez à bosser. Et ensuite, c'est de la gestion de projet. Donc ça, à la limite, je pense que ça sort un petit peu du but de cette vidéo, mais je peux quand même en parler un petit peu. Moi, ce que je fais en premier lieu, c'est que je demande d'avoir un cahier des charges. Donc ça peut être un mail, ça peut être un document, un Word, un PowerPoint, peu importe. Un cahier des charges le plus clair possible dans lequel le client explique ce qu'il veut. Et ensuite, moi, en retour, je fournis un planning si lui ne m'en fournit pas. Alors en général, ce que je demande, c'est une date butoir, bien évidemment, pour savoir jusqu'à où, à quel moment il faut que je livre les illustrations, les dessins. Et ensuite, moi, je fais souvent des plannings en
rétro-planning, c'est-à-dire que je pars du date de la besoin, je construis mon planning et je le propose au client pour qu'il y ait un espèce d'engagement avec parfois des sous-livrables, par exemple des validations de croquis, des validations d'ancrage, ce genre de choses, pour être sûr que derrière le client il sera serein sur le fait qu'il aura des étapes qui lui permettront de valider à un certain moment du projet les dessins et qu'il ne va pas juste se retrouver, je dis n'importe quoi, 6 mois plus tard, il va pas entendre parler de vous pendant 6 mois et dans 6 mois, vous lui fournissez quelque chose qui peut-être ne lui conviendra pas. Ça, c'est pas convenable, c'est pas acceptable. Et si je me positionnais en tant que client, moi, ça ne me conviendrait pas qu'un illustrateur travaille comme ça. Et après ça, c'est un accord, c'est est-ce que le planning lui convient pas, et est-ce qu'il faut rajouter des étapes ou en enlever, parce que des fois les personnes n'ont pas forcément le temps d'être aussi dispo en fonction de ce que vous leur proposez. Ça, c'est vraiment de la gestion de projet, c'est à vous en fait d'être proactif et d'essayer de faire en sorte que ce que vous allez proposer soit répondre aux besoins. Autant sur l'aspect artistique, j'en parle pas, mais c'est une évidence, hein, il faut avant tout que ce que vous fassiez artistiquement plaise au client. Et ce qui va en plus, c'est du bonus et c'est ce qui fera que la personne elle va être sereine et que les échanges ils seront agréables, ils seront fluides. Il y aura forcément peut-être parfois des désaccords, mais il faut toujours régler ça de manière un peu clinique et un peu froide, de dire on s'était mis d'accord sur ça, si ça va pas, il n'y a pas de problème, on peut en rediscuter, et savoir mettre des limites. Donc ça m'amène aussi à des éléments que vous pouvez intégrer à votre devis. C'est typiquement un nombre d'allers-retours. Si vous avez des craintes sur le fait que le client va être trop exigeant sur le nombre de corrections, vous pouvez appliquer une règle qui va dire que vous autorisez jusqu'à X corrections, et au-delà de ces corrections, en fait, elles deviennent payantes, par exemple. C'est des choses qui peuvent être intégrées dans des devis. Et puis voilà, j'ai déjà dit pas mal de choses sur les devis. Si, il y a une question, il y a un point qui est très important sur les devis et sur lequel moi je me suis beaucoup cassé la tête, c'est comment définir son taux horaire et comment, on va dire, afficher un coût de nos prestations qui permettent de choper des appels d'offres, des projets, c'est-à-dire pas être trop cher, mais pas non plus être sous-payé pour ce qu'on fait. Déjà, le premier truc que je vous conseille de faire, si vous êtes amené à aller chercher des projets directement dans des salons, quel que soit votre domaine, hein, et que vous allez voir les gens en direct, il peut y avoir des fois où les personnes vous demandent directement quel est votre prix comme ça. Moi, ce que je vous conseille dans ces cas-là, c'est de ne pas répondre et de simplement dire que vous fonctionnez par devis et que lorsque c'est un projet spécifique, que c'est une demande et que c'est une commande spécifique, en fait, vous ne pouvez pas répondre comme ça du tac au tac sur combien va coûter la prestation. Il faut que la personne s'engage un petit peu plus, vous apporte des éléments pour pouvoir y répondre. C'est un prémisse de cahier des charges, mais en gros, vous ne pouvez pas au tac au tac dire alors moi un dessin ça coûte tant. Non, en fait, vous répondez à une demande spécifique, et donc du coup, il faut que vous estimiez le temps que vous allez passer. Donc ça vous permet déjà de ne pas répondre du tac au tac, parce que ça peut vous mettre dans une situation qui n'est pas très agréable, où vous ne savez pas trop quoi répondre. C'est de dire juste, en fait là, votre demande, votre besoin, c'est une commande spéciale, et donc je peux pas savoir à l'instant T combien de temps ça va me prendre, et donc du coup combien d'argent, combien ça va coûter. Donc là, souvent, c'est la réponse un peu facile, c'est je fonctionne pas avec des devis, avec des montants génériques. C'est une commande spéciale, j'ai besoin d'étudier votre projet et je répondrai rapidement. Ça, je pense que c'est important aussi, c'est de savoir répondre assez rapidement et de pas laisser le client pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines, ça me paraît aberrant, sur un attente de devis. Je pense qu'il faut pouvoir y répondre en 48 heures maximum pour que la personne voit que vous êtes réactif. Déjà, c'est une première preuve que vous savez répondre de manière assez réactive à la première demande qu'il vous fait. Et donc ça permettra de sécuriser l'adaptation de votre taux horaire. Parce que ce qu'il faut se dire, il pourrait y avoir quelque chose d'assez facile, c'est de dire je suis débutant, je veux pouvoir choper des contrats, il y a les IA qui foutent le bordel, j'ai envie d'être compétitif, j'ai envie de choper des trucs, je vais mettre un taux horaire extrêmement bas, et donc du coup mes prestations elles seront pas chères du tout, et donc du coup les gens ils vont travailler avec moi. En fait c'est une mauvaise idée pour deux choses. Le premier, c'est que en faisant ça, en fait, vous allez tirer le marché vers le bas. Et ça fait que le client qui va peut-être dire mais génial, ce super illustrateur me propose des prix ultra compétitifs. Ensuite, c'est le prix qu'il demandera à d'autres illustrateurs lorsqu'il voudra travailler sur d'autres projets. Donc en gros, vous allez faire baisser la valeur de tous les autres illustrateurs qui voudront travailler après vous. Donc ça, c'est pas une bonne chose, parce que si tout le monde fait ça,
et ben du coup, vous-même, vous allez vous retrouver dans cette situation où lorsque vous allez demander un prix décent, normal, et ben on vous dira non, vous êtes trop cher, alors qu'en fait, vous êtes à un prix normal. Donc je pense que ça, c'est un mauvais plan, on va dire, un mauvais plan si on essaye de voir un petit peu plus loin que juste notre besoin à l'instant T. C'est facile à dire parce que si dans l'autre sens, vous pouvez vous retrouver dans le cas où vous allez être trop cher. Et comme vous êtes débutant, vous n'avez pas forcément de référence, vous avez envie de rentrer dans le marché, donc du coup, vous dites que à chaque fois, vous êtes trop cher. Et ça peut être frustrant. Ce que je vous conseille, et ce que moi j'ai appliqué, c'est si le projet qu'on vous propose, alors déjà si on vous propose un projet ou si vous êtes en discussion, c'est déjà une super bonne nouvelle. Et déjà, rien que pour ça, vous devrez être content. Ensuite, moi, la règle que je me suis appliquée, c'est, je connais le taux moyen journalier, on va dire, en tant que débutant, si vous vous situez vers les 250 euros journaliers, c'est donc pour environ, qui correspond à 8 heures de travail, c'est un taux qui est acceptable et qui est plutôt bien pour un débutant. Si vous allez au-delà, c'est très bien. Si vous allez en dessous, ça dépend justement des choses que je voulais vous dire. Si vous décidez d'aller en dessous, c'est pas forcément grave. Ce qu'il faut vous dire, c'est que en tant que débutant, il faut vous poser la question de est-ce que ce projet-là, qu'est-ce qui va m'apporter en plus du fait que je vais te payer? Alors déjà, le fait d'être payé, c'est bien évidemment obligatoire, mais qu'est-ce qui se passe si je suis sous-payé par rapport au nombre d'heures que j'ai devisé? La question, c'est est-ce que c'est le projet de vos rêves ou pas? Si c'est le projet de vos rêves et que vous vous dites, ou quasiment le projet de vos rêves, à ce moment-là, je pense que c'est un bon argument de vous dire ça vaut le coup. Ça vaut le coup parce que déjà, je vais m'éclater à faire ça. Ok, on parle de boulot, mais ça reste on va dire que ça reste quelque chose d'artistique sur lequel vous vous éclatez. Donc, c'est normal que vous soyez payé, mais si le projet vous éclate et que vous êtes dans une direction artistique dans laquelle vous vous sentez hyper à l'aise et vous sentez que c'est un projet qui va vous porter et que ça va vous faire progresser et que avec les clients ça se passe bien, etc., à ce moment-là, je pense que c'est un bon argument de dire ok, je peux rogner sur mon taux horaire parce que je sens que c'est un projet qui va me porter et sur lequel je vais m'éclater artistiquement et sur lequel je vais vraiment pouvoir profiter de ça dans le futur parce que mon portfolio il va prendre il va s'étoffer, il va être super bon après coup. Là, ça vaut le coup. Si par contre le projet qu'on vous envoie il est moyen tiers et que c'est pas quelque chose sur lequel vous auriez bossé si vous n'étiez pas payé, à ce moment-là, je pense que là, ça ne vaut pas la peine d'essayer de vous challenger sur votre taux horaire. Affichez un taux horaire de débutant de base et c'est tout. Et à ce moment-là, vous dites juste que là, vous êtes clinique, vous avez votre taux horaire, vous l'appliquez et c'est tout. Donc, moi, c'est la manière que j'ai commencé c'est comme ça que j'ai commencé à fonctionner au début en me disant les super projets, je serai prêt à rogner sur mon taux horaire pour pouvoir les avoir, pour pouvoir me dire je les ai. Parce que si je ne fais pas cet effort-là, potentiellement, je ne pourrais pas les avoir. Donc là, ça, c'est vraiment c'est à vous de voir à quel point vous êtes en capacité on va dire, de gérer cette valeur de taux horaire. Ensuite, là, on a juste l'élément multiplicateur qui est votre taux horaire. Donc, si on dit que c'est 250 euros pour 8 heures, vous le divisez par 8, ça vous donne votre taux horaire, qui est environ de 30 et quelques. Ensuite, arrive la question du nombre d'heures. Et c'est là où ça peut être compliqué. C'est là où je vous conseillais de ne pas tout de suite donner un montant, parce que ça va tout de suite vous engager sur un nombre d'heures. Autant, je dis n'importe quoi, vous faites une boutique en ligne et vous vendez des illustrations. Là, à ce moment-là, oui, vous vendez je sais pas, une prestation type générique sur votre boutique du style je réalise votre caricature selon ce style-là et ça coûte tant. Là, d'accord, parce que là, c'est une prestation générique, c'est vous qui définissez les règles. C'est vous qui dites je vais réaliser ça dans ce format-là, avec ce code couleur-là et dans ce style-là. À ce moment-là, oui, vous êtes maître de votre œuvre et donc du coup, vous savez combien de temps ça va vous prendre et vous pouvez dire ça coûte 50 balles. Je dis n'importe quoi, ça coûte 150 balles. C'est vous qui maîtrisez. Par contre, lorsque c'est une commande spéciale, vous ne pouvez pas maîtriser ça. Vous êtes obligé un peu de vous creuser la tête sur combien de temps va vous prendre les livrables. Et après, il peut y avoir l'aspect de cumul. C'est-à-dire que si on vous en commande une, c'est une chose. Si on vous en commande 50, c'en est une autre. Il y a un aspect gestion vraiment de la charge dans le temps qui doit être faite. Donc là, ça, c'est plus difficile et c'est plus personnel. Il faut... Alors, moi, comment j'ai fait, c'est que il faut être cohérent dans votre portfolio. Les gens avec qui moi j'ai commencé à bosser,
ils voulaient que je leur fasse des choses qu'ils avaient vues dans mon portfolio ou qu'ils avaient vues sur Internet. Donc du coup, moi, j'étais à l'aise sur le fait de leur dire, moi, je vais vous fournir des illustrations qui seront dans le style que ce que vous avez vu, et pas quelque chose de très réaliste, pas quelque chose avec quelque chose qui est plutôt centré sur les personnages, voilà. Bon. À partir du moment où ça, on s'est mis d'accord, vous êtes mis d'accord avec le client sur ça, c'est-à-dire que vous êtes à l'aise sur ce que vous savez faire. Vous lui vendez pas quelque chose sur lequel vous n'êtes pas à l'aise. Enfin, si vous lui vendez quelque chose sur lequel vous êtes à l'aise, et donc du coup, vous êtes capable d'estimer en fonction de ce qu'il vous explique comme besoin, combien de temps ça va vous prendre. Et ensuite, c'est un bête calcul de dire, bah, vous imaginez une illustration que vous avez réalisée qui pourrait un tout petit peu correspondre à ce que la personne demande. Vous regardez combien de temps ça vous a pris et vous multipliez par le taux horaire que vous avez décidé en fonction du projet. Alors là, ça paraît facile de dire définir le nombre d'heures. Moi, typiquement, je travaille sur Procreate et il y a un petit moyen dans Procreate de savoir par illustration combien de temps ça vous a pris. Donc en fait, moi, j'ai utilisé ce petit trick sur Procreate pour me dire, j'ai fait une moyenne, j'ai regardé une dizaine, quinzaine de dessins, j'ai regardé le temps moyen que ça me prenait et ça m'a permis d'estimer le nombre d'heures que j'allais passer sur les projets pour pouvoir deviser le montant. Donc ça, et à la fin, bah, ça vous donne un montant par forfait. Alors, en fonction du projet, là, il ne faut pas rentrer trop dans le détail, mais si vous avez des personnages sans décor, bah, vous allez estimer, ça va être une ligne sur votre devis. Si vous avez un décor sans personnage, ça va faire une ligne sur votre devis, etc., etc. Et à la fin, vous faites le cumul et ça fait votre petit devis complet. Donc là, ça fait une grosse partie sur les devis. C'est une partie qui est intéressante et qu'il faut avoir en tête, puisque c'est vraiment, comme je disais, l'élément qui va vous engager et qui va vous permettre déjà de vous mettre d'accord avec le client. C'est le premier document sur lequel vous vous dites, ok, c'est bon, ok, bah, je commence à bosser. Et ensuite, il y a un élément, et je pense que je vais clôturer la vidéo sur ça, c'est sur les droits d'auteur. Alors, c'est un sujet un peu particulier, mais les droits d'auteur en France, heureusement qu'on est en France, on est protégé sur ça. Maintenant, en tant que freelance illustrateur, vous faites une prestation. Et souvent, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que les clients ne vont pas forcément vous en parler dès le début. Maintenant, vous êtes en droit, en fait, de poser des questions sur quel est où va être vendu, à quoi va servir votre prestation, à quel horizon elle va être vendue, est-ce que c'est que en France, est-ce que c'est dans le monde, combien d'exemplaires il va y avoir. Et à partir de là, en fait, vous pouvez juste estimer dans le devis que vous émettez le fait que vous laissez les droits d'exploitation de vos dessins et que du coup, vous appliquez un petit coefficient multiplicateur à votre ligne. Je dis n'importe quoi, vous devez dessiner des dessins. Vous les avez estimés par rapport au nombre d'heures et par rapport à votre taux horaire, et bien vous appliquez un petit coef multiplicateur qui correspondrait aux droits d'auteur appliqués sur ces dessins. Je ne sais pas si je suis hyper clair. Moi, c'est comme ça parfois que je fonctionne, et parfois je fonctionne directement avec une ligne qui dit droit d'auteur, cession des droits, avec même un document annexe qui dit sur autorisation sur territoire France pour tant d'exemplaires. Et à partir du moment où ça s'est dépassé, bah, ça permet de reprendre contact avec le client pour potentiellement réévaluer les droits d'auteur. Et de la même, peut-être que je dis des bêtises, et comme je le disais au tout début de la vidéo, je ne suis pas un spécialiste de tout ça, et là moi je le fais en bonne intelligence et en essayant d'être agile vis-à-vis du client. Pas faire peur, mais pas non plus de me faire avoir, entre guillemets, quoi. Donc là, il faut que vous soyez agile avec votre client, que vous vous renseignez également. Moi, c'est comme ça que je fonctionne. Et voilà, donc je sais pas si c'était très clair sur cette partie-là. En tout cas, il faut que vous l'évoquiez avec votre client. Il faut que vous évoquiez le fait que les droits d'auteur, même si vous êtes en freelance et même si vous n'avez pas un contrat d'édition et que vous n'allez pas recevoir de royalties, je dis n'importe quoi, si vous travaillez pour un jeu de société, une fois que le jeu de société sera vendu, en toute logique, vous ne recevrez pas de royalties à chaque fois qu'une boîte sera vendue. Quoique, c'est possible même que vous le négociez, hein. Mais dans mon cas, c'est pas comme ça que ça s'est fait. Par contre, vous pouvez intégrer ces royalties que vous auriez pu recevoir directement dans votre contrat. Mais pour ça, il faut que vous connaissiez le nombre d'exemplaires et l'orientation du projet vers combien de boîtes seraient vendues et sur quelle région, etc., etc. J'espère que cette partie-là est claire. Moi-même, je vais être transparent, c'est pas forcément la partie sur laquelle je suis le plus à l'aise et sur laquelle je suis le plus affûté.
Donc si vous avez je suis preneur aussi de vos retours d'expérience. En tout cas, là, j'ai l'impression de vous avoir vraiment tout dit. Et je pense que je vais conclure par quelque chose que là, la vidéo va faire 30 minutes. Après, je m'en fiche, je pense que je la couperai pas. C'est vidéo voilà, en direct, j'ai tout lâché, j'avais mes petites notes, j'ai tout dit, c'était assez naturel. Je pense que je la garderai telle quelle. Ce que je voulais juste vous dire, c'est si vous vous posez la question de est-ce que ça vaut le coup, il y avait un artiste que j'avais contacté avant de lancer mon statut qui m'avait dit ça. Il m'avait dit est-ce que ça vaut le coup? Spoiler, oui. Donc c'est de l'administratif, c'est du papier, c'est pas forcément le truc auquel on pense au début. Moi personnellement, j'ai d'abord pensé à avoir un bon niveau en dessin, en digital painting, comprendre les fondamentaux, la perspective, l'anatomie, etc., etc. Et ensuite penser à ça, mais ça reste une partie qui est importante et auquel il faut passer un petit peu de temps parce que vous pouvez vous prendre des petits coups de stress et ça vaut le coup, on va dire, de passer un petit peu de temps sur ça. C'est pas majoritaire, il ne faut pas que vous passiez plus de temps sur ça que sur vos dessins, que sur votre logiciel de dessin, mais ça vaut le coup, ça vaut vraiment le coup de s'assurer qu'on veut se lancer là-dedans. Et en tout cas, moi, ça va faire bientôt 2 ans. Ça va faire 2 ans bientôt. Ça fait 1 an et demi, ouais, en réalité. 1 an et demi, je suis content d'avoir lancé ça. J'ai des commandes j'apprends à chaque commande. Et voilà. Je suis, pour l'instant, moi, je suis content d'avoir lancé ça et je suis satisfait de m'être mis un petit coup de pied aux fesses et d'avoir enfin passé le cap. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire où vous en êtes, si la vidéo vous a plu, si vous avez trouvé ça clair. J'ai parlé pendant 30 minutes, j'ai fait un énorme monologue. J'espère que ça aura été plutôt clair. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, j'essaierai d'y répondre. Et voilà, je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. C'était Gox. Salut!